Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de septembre 2021. Ce mois-ci a été vraiment particulier parce qu'il n'y a pas eu tant de lectures que ça, mais une de mes lectures a complètement bouleversé mon top 3 de mes meilleures lectures comics. Ça a vraiment été une claque graphique, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Je ne vais vous présenter que 4 œuvres ce mois-ci, mais il y en a une, c'est un pavé énorme qui m'a pris beaucoup de temps à lire, je l'ai lu en plusieurs fois, il y avait beaucoup d'histoires dedans. Vous allez découvrir ce que c'est dans quelques instants. On commence par les comics. Avant de parler de l'œuvre qui a complètement bouleversé mon top 3, je voulais commencer par une œuvre indépendante, Power Rangers Soul of Dragon, paru chez Vestron. Pourquoi j'ai voulu commencer par ce comics? Parce que c'est vraiment une très bonne surprise. Que ce soit au niveau du scénario ou du graphisme, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, voilà, j'avais acheté ce comics-là parce que la nostalgie avec le meilleur Power Ranger, toutes séries confondues, qui était réapparu dans... Il a fait 4 ou 5 séries différentes, plus de films, bon bref. Voilà, c'est l'acteur majeur, il a d'ailleurs fait un financement participatif pour faire un film qui s'appelle Legend of White Dragon. Comme je vous l'avais expliqué, Vestron a récupéré la licence Power Rangers. Ils ont commencé par sortir celui-là, il va y en avoir d'autres qui vont sortir dans les mois à venir. Je l'ai feuilletté, c'est vrai que la série chez Glénat n'avait pas fonctionné. Alors les couvertures étaient magnifiques, je les avais pas feuilletées, mais voilà, on peut pas tout prendre. Et malheureusement, il y a des séries sur lesquelles on passe à côté. C'était le cas de Tortue Ninja par exemple, que j'ai découvert que très tard. Peut-être que Power Ranger était vraiment très très bien, mais bon, ça n'a pas trouvé son public. Peut-être qu'il y aura une réédition dans le futur, on verra. Espérons que Vestron le fera. Souhaitez-leur bonne chance. Ce titre-là, c'est de la nostalgie en barre. Vous avez un Tommy, donc le fameux Ranger vert, blanc, rouge, noir, enfin bref, multicolore, qui a 20 ans de plus, 30 ans de plus. Il est papa. On voit qu'il est complètement usé par sa vie de Ranger. Il a été policier ensuite. Enfin, il faut savoir qu'il était professeur d'archéologie également dans la série. Et en fait, on voit que son dos est complètement détruit. Il a des implants cybernétiques pour l'empêcher de souffrir. Et son fils va disparaître et du coup il va se lancer à sa recherche. Son fils qui était policier a démissionné et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc Tommy s'inquiète et part à sa recherche. Alors le pitch de base n'est pas fantastique, hein. Un parent qui part à la recherche de son enfant, on a vu ça des milliers de fois, mais ça fonctionne bien et graphiquement c'est vraiment une claque très sympa. C'est pas le meilleur comics que j'ai vu, on est très loin d'Alex Ross par exemple, mais c'est vraiment très cool. Regardez là la planche où le Ranger vert jeune se fait détruire le dos par exemple. Voilà également une planche où on ne voit que Tommy et son fils. Il faut savoir que si vous hésitez avec ce tome, vous pouvez trouver en libre accès sur le site de Vestron ou sur les réseaux sociaux de Vestron les quelques premières pages disponibles gratuitement. Voilà, vous pouvez voir un petit peu le trait, lire le début de l'histoire. Et ça donne vraiment envie. Je vous conseille d'y aller. L'acteur Jason David Frank a posé pour faire les croquis à la fin où on voit que c'est vraiment lui qui a posé. Power Rangers, c'est un univers qui est très étendu puisqu'il y a plus d'une vingtaine de saisons, mais on n'est pas obligé de tout connaître pour lire l'histoire. Alors c'est mieux de tout savoir, on comprend vraiment mieux, mais moi qui connais que les quelques premières saisons avec les Rangers originaux et voilà, tant qu'ils étaient encore un peu là, je connais. Je me suis pas perdu, il y a que quelques trucs que tu devines, mais c'est un peu expliqué. Tu t'imagines les choses, tu vois qu'il y a la police ranger de l'espace qui est là. Tu sais que ça c'est dans les saisons 5, 6 ou 7 ou 8, enfin c'est dans les premières saisons aussi. Mais ils sont présents, on les voit, on voit leur base, on voit qu'il y a des extraterrestres qui vivent sur Terre, il n'y a pas forcément de problème avec tout. C'est pas forcément très dérangeant, ça se lit d'une traite. Le comics n'est pas très épais, il y a 150 pages, 180 pages maximum. Franchement, on passe un très bon moment. Je mettrais un bon 15 sur 20 parce que c'était super agréable. On passe tout de suite au comics qui m'a complètement chamboulé. Sin City, paru chez Rackham. Sin City, le comics de Frank Miller qui est mythique. Donc là, moi j'ai la version omnibus, c'est le gros pavé que Rackham avait sorti il y a quelques années maintenant. Il faut savoir qu'avant, tous les épisodes étaient sortis en plusieurs petits tomes. Il y en avait 7 ou 8, je crois. Maintenant, c'est très difficile à tous les trouver. Celle-là est un peu plus facile puisque il n'y a qu'un seul achat à faire, mais elle coûte quand même très très cher. Je crois que moi, je l'avais payé 120 € en occasion, alors que de base, ça coûte 80 ou 90 €.
et c'était une des moins chères que j'ai pu trouver. Le comics est tellement iconique qu'il a donné 2 films, Sin City, puis sa suite 7 ou 8 ans plus tard, ou une petite dizaine d'années plus tard, qui est Sin City, J'ai tué pour elle. La plupart des histoires des films sont tirées voilà, de l'œuvre originale, même s'il y a quelques différences et toutes ne sont pas récupérées. On voit par exemple Nancy qui se fait charcuter dans une des histoires, c'est pas le cas du tout dans le comics de base. Y a des histoires du comics de base qui n'ont pas été adaptées parce que soit c'était des histoires courtes, soit elles étaient vraiment moins bien. Il est intéressant de voir comment les réalisateurs des films se sont vraiment bien servis du matériel de base parce que, surtout sur le premier, c'est vraiment presque du case par case. On revoit vraiment les histoires qui s'enchaînent comme dans le comics. L'intérêt de ce comics, comme le film qui était tourné de façon très particulière, c'est l'utilisation du noir et du blanc. Quasiment tout le comics est comme ça, à part quelques petites touches. Voilà, les lèvres qui sont rouges, une tenue bleue avec des yeux bleus à certains endroits, une tenue un peu orange. Voilà, il y a très peu de couleurs et c'est utilisé avec parcimonie pour souligner un détail particulier. Et c'est vraiment une claque graphique, je m'en suis pas remis. Tout simplement. Alors le dessin est particulier, c'est Miller. C'est pas le plus moche qu'il ait fait, hein, loin de là. Mais ça part dans tous les sens. On voit des filles qui sont habillées en cow-boy. Puis après, vous avez Marv, l'armoire à glace. Puis vous avez Dwayne qui est crâne rasé, puis qui a eu un modelage du visage. Puis il y a tellement de choses totalement différentes. Il a créé une ville, Sin City, la ville du vice. C'est la folie furieuse de ville. Il y a des zones de non-droit où c'est les prostituées qui gèrent, il y a des zones où la police raquette, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Et ça marche bien. Un des points positifs aussi, c'est que Miller réutilise ses personnages dans diverses histoires. Alors c'était le cas aussi dans les films, hein. On voit que Marv revient dans le deuxième film alors qu'il meurt dans le premier. Bon, c'est pas un gros spoil, hein. Les films sont sortis depuis 15 ans ou 20 ans maintenant. L'œuvre depuis très longtemps. Si vous l'avez pas lu, je suis désolé, mais j'ai spoilé un truc. Il les réutilise de façon intelligente. On voit Marv qui interagit avec Dwayne, puis on le revoit à certains moments, juste le temps d'une case parce qu'il est dans le bistrot où il y a Nancy qui est en train de faire son show. Alors le comics est un peu plus dénudé que les films, mais c'est pas du vulgaire pour faire du vulgaire, hein. C'est vraiment, il y a une touche esthétique juste magnifique. Voilà une action toute bête, hein. On voit Marv arriver dans un vieux rad tout pourri. Alors il y a beaucoup de textes qui sont sur les côtés pour donner le sentiment des personnages, et sinon il y a des bulles. C'est vraiment très particulier. Regardez ce contraste noir et blanc où on voit Marv courir dans la nuit. Alors Marv en noir, la nuit en blanc. Ouais, c'est fou, c'est juste fou. Regardez cette planche. Voilà, ça m'a rendu dingue. C'est juste une cage de prison avec le prisonnier. Donc c'est Callahan. Pour ceux qui ont vu le film, c'est Bruce Willis. C'est le personnage interprété par Bruce Willis. Alors, rien que ça, c'est du génie, quoi. Moi, ça m'a touché. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, je trouve ça dingue. Dernière planche pour la route, vous voyez le petit bâtard jaune, hein, comme on l'appelle, qui est présent sur les cases. Regardez aussi le visage de Nancy, comment il est détaillé par rapport au blanc de la chevelure. Miller, sur ce travail-là, a fait une œuvre géniale. Sin City, ça faisait un petit moment que c'était dans ma palle. Il a finalement fallu qu'un gardien de la pop culture, Rémi Cavaillès de la chaîne J'ai lu, j'en parle, fasse une vidéo dessus pour me motiver. En fait, il en a parlé, je me suis dit, mais faut que je le lise. Fallait absolument que je le lise. Alors ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est un gros pavé. C'est pas toujours facile à manœuvrer en plus vu le poids, etc. Et j'ai pas été déçu. Alors il y a quand même des histoires qui valent vraiment moins le coup que d'autres, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment très bonnes. Je mettrais facilement un 18-19 sur 20. Elle est arrivée directement top 3 dans mon top 3. Elle est 3e dans mon top. Si un jour vous voulez que je fasse une vidéo sur mon top 10 de mes comics préférés et mon top 10 de mes mangas préférés, mettez-le en commentaire, hein, je réfléchirai à ça et je vous répondrai bien volontiers. N'hésitez pas à me dire quel est votre top 3 vous aussi, ça m'intéresse de savoir. Il y a des œuvres que je ne connais pas
qui pourrait justement grimper dans le classement, ça pourrait être très très cool. Sin City, c'est à lire, franchement foncez si vous avez l'occasion. J'espère pour vous qu'il pourrait y avoir une réédition, ça serait vraiment cool parce que sinon c'est très difficile à trouver quand même. On finit avec un comics qui m'a été demandé par un de mes abonnés, la Cave Comics, qui voulait savoir mon ressenti sur une œuvre qui apparaît dans la vidéo en temps normal, qui est généralement ici, que vous ne voyez pas justement. C'est Red Hood et les Outlaws, tome 1, chez Urban Comics. Alors c'est une série en 2 tomes, je n'ai eu le temps de lire que le premier, je voulais à la base faire les deux pour parler des deux directement, mais je n'ai pas eu le temps, donc je vais lire le deuxième, vous l'aurez dans la vidéo du mois prochain. C'est une bonne surprise, j'ai acheté ces 2 tomes en occasion auprès de quelqu'un qui m'envoie régulièrement des offres. Le personnage de Red Hood est quand même iconique, même si j'aimais pas sa version de Robin, puisque savoir que Jason Todd est un ancien Robin, c'est le deuxième Robin de Batman qui va tragiquement décéder lors d'un run mythique qui est Un deuil dans la famille. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, vous allez découvrir la fin tragique de Robin, sachant que voilà, il y a eu tout un contexte pour savoir s'il fallait laisser vivre ou mourir le jeune Robin, puisqu'il y avait eu un vote qui avait été organisé auprès des lecteurs, et c'est un truc de fou en fait ce qui s'était passé. Et pour une fois, voilà, l'éditeur est allé complètement dans le sens du lecteur et ont assumé le choix qui avait été demandé, et ils sont allés jusqu'à tuer un de leurs personnages, ce qui était fou. Bon, alors comme dans tous les univers comics, la mort c'est surfait en fait, hein, la mort c'est un peu le commencement, on revient facilement. Donc là, il a été ressuscité, je ne vais pas vous dire comment, lisez les comics. Alors il y a Un deuil dans la famille à lire et l'énigme Red Hood qui explique comment voilà, il y a la transition vers le deuxième personnage, qui est vraiment mieux au final. On le voit torturé, il essaie de prendre ses marques, d'avoir la bénédiction de Batman, mais en même temps il le déteste pour ce qui lui est arrivé, il se déteste aussi pour ce qui est arrivé parce que c'est sa faute. Enfin bref, c'est tout un pan psychologique qui est mis en avant là-dedans, qui est vraiment bien fait dans les premiers chapitres. En plus, alors c'est pas du noir et blanc, mais c'est des couleurs un peu particulières où il n'y a que le rouge qui ressort. Là aussi, c'est vraiment super bien fait. Les dessins sont de Dexter Soy. Je ne connaissais pas du tout cet artiste et franchement, tous les chapitres faits par lui, ce qui est 3/4 du bouquin, c'est juste magnifique. La rencontre Batman et Jason faite par Soy, regardez-moi ça. Version colorée quand on est dans le présent avec Red Hood. Bon, alors je ne vais pas faire tout l'album, hein, mais voilà, c'est vraiment de cette qualité-là, surtout le long tant que c'est Soy. On voit comment Jason monte son équipe de hors-la-loi, les Outlaws, avec Artemis et Bizarro. Alors c'est des personnages que je connaissais pas du tout. Alors Bizarro je connais de nom, j'ai vu très peu de choses sur lui pour l'instant. J'ai pas encore lu le run de Geoff Johns présente Superman. Faudra que je le lise, hein, j'ai les 6 tomes. Mais voilà, j'étais curieux de voir comment cette équipe de second couteau en fait se monte et qu'est-ce qui leur arrive. Alors l'histoire est assez intéressante. Dans ce tome, on voit comment Red Hood va infiltrer une organisation mafieuse pour enquêter. Il va du coup rencontrer Artemis et tous les deux vont récupérer Bizarro. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails sans spoiler, mais voilà. C'est comme ça en fait qu'ils vont créer cette équipe. Il va y avoir une petite histoire pour montrer comment les trois vont commencer à tisser des liens. Les chapitres en eux-mêmes sont assez inégaux, que ça soit au dessin ou dans l'histoire. Alors tant que c'est Dexter Soy au niveau du dessin, c'est magnifique. Mais il y a 2 chapitres qui ne sont pas faits par lui et on voit vraiment une grosse différence. Au niveau de l'histoire, bon, ça se suit petit à petit. Il y a quelques passages où justement on voit des différences qui se mettent. Il y a le chapitre où Artemis et Red Hood se posent la question s'ils vont tuer Bizarro et on voit une histoire. Alors, graphiquement, c'est pas la plus belle, mais émotionnellement, c'est une réussite. Ce chapitre m'a vraiment marqué. Je ne l'ai pas relu, mais j'ai trouvé que c'était le plus beau parce que, en fait, Bizarro, qui a une âme d'enfant et une compréhension du monde qui est très limitée, en fait, c'est le plus humain des 3 personnages au final. Et du coup, ça m'a touché fortement. Je relirai sûrement peut-être que ce chapitre-là. Il y en a un qui parle de l'origine d'Artemis. L'origine en elle-même est pas trop mal, hein. On apprend en fait qu'il y a eu une scission au niveau des Amazones. Il y a un groupe d'Amazones qui a quitté Themyscira pour aller ailleurs. Alors, je ne savais pas du tout que ce groupe-là existait, donc c'était très bien de le découvrir. Par contre, en fait, c'était comment c'est amené. On voit une vague scène d'action dans un bar au tout début où Red Hood et Artemis tapassent des types. Et en fait, après, ils se racontent leur vie en buvant des canons.
c'est pas fou quoi. Au final, je mettrai une note de 13 à 14 sur 20. Je le recommande ce tome 1 parce qu'on passe un bon moment. C'est pas le meilleur comics de l'année, hein, ni même le premier comics dans mon top 10. Mais il est très sympathique, on passe un très très bon moment de lecture. L'idée est très bonne de mélanger cette équipe de second couteau et de voir jusqu'où ils peuvent aller. J'espère que le deuxième tome sera intéressant. Il faut quand même noter le choix particulier d'Urban, puisqu'il faut savoir qu'en fait, en tout, il y a eu 3 séries Red Hood Outlaws. La première est avec Cory, qu'on trouve dans Teen Titans, et Arsenal, le sidekick de Green Arrow. Et ce run vient juste après. Les noms de Cory et Arsenal sont cités très rapidement, donc on se doute qu'il s'est passé des choses avant. Et après ce run-là, en fait, il y a juste Red Hood Outlaw, il est tout seul. Donc je sais pas ce qui se passe dans le tome 2, je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, c'est un choix bizarre d'avoir choisi le run du milieu au lieu de faire la première partie ou la fin. Alors, est-ce que la première partie était pas bonne du tout et Urban a voulu se centrer que sur lui? C'est un peu dommage parce que, bon, moi j'aimerais bien tout connaître, hein, je suis un complétiste, mais c'est surtout qu'on a très peu de récits avec Red Hood. Donc pour une fois qu'il est mis en avant avec sa propre série, c'est dommage que ça s'arrête comme ça. On passe à la partie manga. Un seul manga de lu ce mois-ci, c'est Hippo, le tome 9 de la saison 6, paru chez Kurokawa. Ça y est, enfin, on sort un peu de la morosité dans Hippo. On a eu 2 tomes que j'ai trouvé vraiment passables, où c'était long, alors l'histoire se mettait très très doucement en place, alors que même si le manga est très très long, on est à plus de 100 tomes, il y a toujours eu un rythme ascendant et les pauses entre les combats n'étaient pas inutiles. Là, j'ai trouvé que c'était très inutile. Heureusement, ça touche un peu à sa fin parce que ça y est, Hippo a un nouveau combat. Il remonte sur le ring suite à sa défaite au championnat du monde. On va voir un petit peu ce que ça donne et surtout, ce qu'on remarque, c'est la détermination d'Hippo. Il veut casser l'adversaire, si je puis dire. Il a la même détermination que dans le tome où il avait dit qu'il allait dégommer complètement son adversaire, ce qui n'est pas du tout dans son caractère. Là, il a la même réflexion à la fin du tome, donc j'attends le prochain numéro pour voir si on est sur une pente ascendante et s'il va y avoir vraiment un élan, si ça va se relancer, ou si les doutes vont persister. Est-ce que justement, Hippo ne va pas y arriver? Est-ce que son adversaire sera trop fort? Toutes ces questions-là, je me les pose, j'ai envie de voir où est-ce que ça va. J'avais vu quelques images où on voyait la détermination d'Hippo dans des tomes futurs. C'est pas encore dans ce tome-là, donc je me doute qu'il va y avoir un gros rebondissement et qu'il va y avoir une forte montée à un moment. Est-ce que ça va être ce prochain tome? On verra bien. En tout cas, je ne manquerai pas de vous le dire dans les prochaines lectures. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications. Comme ça, vous serez prévenu lorsqu'il y aura les prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des commentaires. J'y réponds à chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ça m'intéresse. Dites-moi si vous avez une série de comics ou de mangas que vous adorez absolument et que vous me conseillez de lire. Je serais très curieux de voir ça, de débattre avec vous. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!